Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Alors 2011 a été l'année de la crise de l'euro. 2012 sera-t-elle l'année de la fin de l'euro? On en parle avec mon invité Jacques Sapir. Il est économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur également de Faut-il sortir de l'euro, publié cette semaine au Seuil. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors je commence par la dernière phrase de votre livre. L'euro est entré dans la crise terminale, dans sa crise terminale. C'est la conclusion finalement que vous tirez des derniers accords européens de 2011. 2012 sera-t-elle, à votre avis, l'année de la fin de l'euro? De la fin de l'euro en tant qu'institution, on ne peut pas le dire. De la fin de la zone euro dans la forme actuelle qu'elle a, c'est très probable. Nous aurons, de manière extrêmement probable, encore une fois, un défaut de la Grèce, suivi d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Ceci aura des conséquences extrêmement importantes sur le Portugal et sur l'Espagne. Quelle sera l'étincelle, à votre avis? Il y en a trois. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trois possibilités d'étincelles, ou il y a trois détonateurs à cette crise. Le premier, évidemment, c'est la Grèce. La Grèce où les négociations pour le fameux haircut, la réduction de la dette, ne se passent pas très bien. Avec les créanciers privés, voilà, ils ont déjà accepté la moitié, tout de même. Une partie seulement des créanciers privés ont accepté cette réduction de dette. Les banques, ce n'est pas le cas pour les fonds d'investissement et les fonds de placement. Le deuxième pays qui va poser un énorme problème, c'est l'Espagne. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien que le déficit espagnol est aujourd'hui hors de contrôle. Alors, le déficit officiel a été réévalué de 6% à 8% du PIB. Mais en fait, on sait qu'il y a une accumulation d'impayés de la puissance publique, c'est essentiellement les autorités locales et régionales qui ont fait ces impayés, et qui vont venir s'ajouter à la dette. Et ça représente entre 7 et 8% de plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le déficit espagnol n'est pas de 8% du PIB, il est de 16% du PIB. Donc, 16% du PIB, vous dites. 16% du PIB. Et troisième étincelle? Et la troisième étincelle, c'est le cas de l'Italie, qui est un pays qui est entré en récession depuis quelques semaines, où on voit très bien qu'il y a des problèmes très importants en matière de contrôle fiscal, où de fait la dépression va aboutir à de moindres rentrées d'impôts. Donc on va se retrouver dans un cercle vicieux. Plus de récession veut dire moins d'impôts, donc plus de déficit mécaniquement. On va rajouter des mesures d'austérité qui vont aggraver la récession et on repart dans ce cercle infernal. Et donc ça veut dire la fin, ça veut dire sortie de la Grèce de la zone euro et puis derrière l'Italie, l'Espagne. Et puis derrière, effectivement, c'est le processus de la contagion. Contagion qui, à votre avis, se produirait quand pendant l'année? Début de l'année? Alors, ça c'est très difficile à dire. Ce que l'on peut aujourd'hui dire, c'est que la Grèce aura beaucoup de mal à aller au-delà de fin mars, début avril. Bon, elle peut peut-être tenir jusqu'au mois de juin, mais vraiment pas au-delà. À partir de là, vous aurez le processus de contagion qui va se développer. Et alors d'abord le Portugal, il faut le dire, parce que le Portugal, et ça, les dirigeants portugais ont prévenu les dirigeants européens il y a de cela plusieurs semaines. On a l'impression que le plan fonctionne au Portugal. Non, en fait, on voit que le déficit budgétaire recommence à augmenter. Il recommence à augmenter non pas parce que les dépenses sont excessives, mais parce que les recettes sont en train de s'effondrer. Donc on retrouve un déficit budgétaire et les Portugais ont prévenu les gouvernements européens. Il faudra, si la Grèce fait défaut, nous aurons besoin à nouveau d'une aide massive. Bon. Après, il y a l'Espagne qui va être... C'est le médicament de l'austérité qui tue le malade. Oui, grosso modo, oui. Donc vous ne donnez aucun crédit, Jacques Sapir, aux autorités européennes aujourd'hui, lorsqu'elles ont, par exemple, trouvé un accord en décembre. Qu'attendez-vous, par exemple, de la réunion entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel lundi? Vous ne pensez pas que, justement, ils vont réussir à sauver l'euro? Non, et pour deux raisons. La première raison, c'est une raison de temps. Si vous voulez, les mesures telles qu'elles sont annoncées, elles ne sont pas encore prises, les mesures qui sont annoncées ne pourraient au mieux produire leurs effets que d'ici un an et demi, voire 2 ans. Or, aujourd'hui, la temporalité de la crise va se jouer en quelques mois. Donc ça, premier problème, il y a vraiment une espèce de dissociation entre le temps politique et le temps de la crise, et ce qui fait que les hommes politiques passent leur temps à courir derrière la crise. Depuis un an, Absolument. une bonne année. Absolument, et ils n'ont toujours pas rattrapé la crise.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la philosophie générale de cet accord est très profondément perverse. Et là, si vous voulez, il y a un exemple historique qu'il faut méditer. C'est le cas de l'Allemagne en 1930. Le chancelier Brüning. L'idée, c'est justement d'éviter le scénario des années 30. Mais oui, mais justement, on est en train de s'y précipiter. En prétendant l'éviter, on s'y précipite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'avait fait le chancelier Brüning? Il avait appliqué exactement les mêmes mesures d'austérité en Allemagne. Il avait réduit les allocations chômage. Il avait d'ailleurs exclu du champ des allocations chômage les femmes, il faut le rappeler. Il avait baissé autoritairement les salaires des fonctionnaires, une première fois de 10% et une deuxième fois de 15%. Bon, le résultat, il a fait exploser le chômage en Allemagne, il a complètement déstabilisé la société allemande, et ceci a provoqué, à la fin de 1932, l'arrivée d'une majorité national-socialiste au Bundestag. Donc ça n'est pas le bon remède. Alors pour vous, un défaut grec accompagné d'une sortie de l'euro et d'une forte dévaluation est un scénario inévitable, vous dites dans votre livre, compte tenu de la structure du commerce extérieur et des sources de revenus du pays. Et puis finalement, eh bien, vous relativisez, l'Europe n'a pas à craindre de l'éclatement de l'euro. Est-ce que, Jacques Sapir, vous ne minimisez pas tout de même les risques d'une sortie de la Grèce de la zone euro et justement avec tous les effets de contagion que ça pourrait entraîner, les dévaluations en chaîne, les faillites bancaires, les faillites des épargnants? Alors d'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, les faillites bancaires, nous y sommes avant même qu'il y ait la fin de la zone euro. Pour l'instant, il n'y a que Dexia qui fait faillite. Enfin, je parle de cette année, oui, évidemment. Mais de l'année écoulée. Voilà, mais il faut savoir que... Il y a eu Lehman Brothers. Oui, concrètement, il n'y a plus de marché interbancaire en Europe. Ça, c'est une crise de liquidité. Là. Il y a une crise de liquidité massive. Autrement dit, les banques refusent de se prêter entre elles. Et ça veut dire que les banques, de fait, Ce qui sont se passait mortes. en 2008 déjà. Ça s'est passé en 2008. À l'époque, on avait réussi, à travers les injections de monnaie faites par les banques centrales, à réamorcer la pompe. On voit par exemple... Oui, dans quelle mesure, si vous voulez, la sortie, il nous reste peu de temps, la sortie justement de ces différents pays de la zone euro pourra-t-elle finalement être la solution? Parce qu'après tout, c'est ce que vous préconisez tout de même. Si vous voulez, ça serait une solution à la crise qui a provoqué la crise de la dette souveraine, car la crise de la dette souveraine est en fait déjà la conséquence d'une autre crise, c'est l'écart de compétitivité entre ces pays. Et là, il faut bien le dire, seules des dévaluations, alors d'une ampleur variable suivant certains pays, est en mesure aujourd'hui de rétablir la compétitivité en Europe et est en mesure de la rétablir en évitant justement les excès d'austérité et les excès de déflation que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous contient également des dangers. La dévaluation, on se souvient des années 80 d'ailleurs en France, la France n'avait pas retrouvé la compétitivité en dévaluant. Et une dévaluation en appelait une seconde. Enfin. Le problème, et puis vous avez le risque que tous les pays dévaluent en même temps. Alors d'abord, on ne voit pas pourquoi l'Allemagne dévaluerait. Honnêtement, l'Allemagne n'a pas. Vous prenez les pays en difficulté s'ils sortent de la zone euro. Oui, tout à fait. On voit très bien à la dévaluation. On voit très bien que la Grèce aurait besoin de dévaluer de 50%. Une flambée des prix du pétrole, enfin des prix de l'énergie. Non, 3%. Donc... 3%. C'est à cause de la structure des impôts. Si vous voulez, il faut savoir que. Vous pensez que les risques inflationnistes les risques inflationnistes en France, par exemple, si on admet une dépréciation du franc retrouvé de 25%, le choc inflationniste sur la France sera de 3 à 4%, pas plus. Et en une seule année, si vous voulez, c'est un choc qui est étalé sur la première année. Et la panique des marchés, et derrière justement faillite bancaire et aussi faillite des épargnants. Les épargnants qui vont courir récupérer leurs économies. Les épargnants... Les banques ont porte close. On retrouve le scénario à l'Argentine d'ailleurs, vous en parlez. Oui, mais... Sauf que cette fois, ce n'est pas un pays dont il s'agirait, mais de 5 ou 6 pays. Le problème, c'est que les banques ne feront faillite que si elles ne sont pas nationalisées. Et aujourd'hui, nous voyons bien que nous sommes dans une situation d'aléa moral où les banques disent au gouvernement, vous ne pouvez pas nous laisser faire faillite car vous savez que les conséquences seraient beaucoup trop importantes. Donc aidez-nous, mais vous ne nous contrôlez pas, il n'est pas question que vous nous nationalisiez. Et là, je dis, il faut arrêter avec cela. Il faut nationaliser les banques. Il faut séparer la partie... Nationaliser les banques avant la sortie des zones euro de ces absolument. Différents pays. Séparer la banque de dépôt de la partie banque d'affaires. Et la partie banque d'affaires peut être reprivatisée très vite. Et on la laisse vivre sa vie. Si elle doit faire faillite, elle doit faire faillite. Et les épargnants, comment vous les protégez? Jacques Sapir, on va terminer là-dessus. Mais tout simplement par, justement, la nationalisation des banques de dépôt.
des banques de dépôt qui, non seulement effectivement gèrent nos comptes courants, si vous voulez, nos comptes courants, nos cartes bleues sont gérées par la partie banque de dépôt, mais qui gèrent aussi en réalité les assurances vie. Ce qu'il faut simplement, c'est éradiquer la partie banque d'affaires dans notre système bancaire. Ça, c'est un problème en soi. Mais est-ce que vous pensez véritablement que ces pays retrouveraient une compétitivité simplement en utilisant l'instrument de la dévaluation dans un contexte de panique généralisée? Attendez, on sait aujourd'hui que tout accroissement de 10% du taux de change de l'euro à partir d'un niveau de base de 1,05 $, tout accroissement de 10% nous coûte 1% de croissance. Donc, si vous voulez, inversement, on peut penser que si on dévalue ou si on laisse en fait le franc se déprécier... Pourquoi la Lettonie, à votre avis, justement, n'a pas choisi la dévaluation alors que c'est justement le pays qui aurait pu faire ce choix plutôt que d'imposer des mesures d'austérité à sa population? Pour deux raisons. La première, c'est que la Lettonie voulait à tout prix marquer son rattachement à l'Europe. Et là, il y a des... Donc elle croyait en la zone euro. Non, elle ne croyait pas en la zone euro, elle croyait en l'Europe. Elle ne croyait pas en la zone euro, elle croyait en l'Europe. C'est une chose très différente. Et il faut se souvenir de quelle est l'histoire de la Lettonie. Mais là aussi, il y a un débat sur est-ce qu'on retrouve véritablement une compétitivité en faisant de la dévaluation. Ça peut être, on peut la retrouver à très court terme, mais est-ce qu'on la retrouve à moyen terme? Là, évidemment, il faut des politiques d'accompagnement. Mais dans le cas de la Lettonie, en plus, il y a un autre problème, c'est que la Lettonie, c'est un pays de 2 millions d'habitants. Et donc, c'est un pays qui a été littéralement subventionné par l'Union européenne. En tout cas, il commence à s'en sortir. Merci beaucoup, en tout cas, Jacques Sapir. Donc, vous nous dites qu'a priori, l'euro a peu de chances de passer l'hiver 2012, même le printemps 2012. En tout cas, dans sa forme actuelle. Dans sa forme actuelle. Merci en tout cas d'avoir été mon invité et merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie. Restez avec nous sur France 24.